Conseil numérique du Premier ministre et conseiller en innovation au cabinet de conseil Tilder. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. La crise de confiance des Français à l'égard de leurs élus est croissante et Internet offre certaines opportunités pour fluidifier le lien entre dirigeants politiques et citoyens. L'un des moyens pour y parvenir, c'est l'open data, en français l'ouverture des données. Le principe est simple, l'État met à disposition des citoyens, de tous donc, de nous tous, des données qui permettent de s'informer sur l'action publique et donc potentiellement de contrôler le fonctionnement de l'État. Ça peut permettre aussi de créer des startups qui se nourrissent de ces données pour organiser de nouveaux services ou de nouvelles applications. Par exemple, on peut aussi accéder, grâce à l'ouverture des données, au cadastre de l'ensemble des communes françaises, aux chiffres des aides accordées à la presse ou encore à l'agenda de Paula Forteza. Pour commencer, Paula Forteza, à quoi sert l'open data et comment est-ce que vous le définissez vous-même ? Donc l'open data, c'est la mise à disposition des données publiques et parfois pas que publiques aussi, d'associations, d'acteurs du secteur privé, dans un format réutilisable et lisible par des machines, dans des formats ouverts, pour qu'ils puissent être réutilisés par d'autres acteurs pour aller justement vers plus de transparence, vers, comme vous l'avez bien dit, la mise en place de services et de biens alternatifs. Donc c'est très important. Nous travaillons là-dessus au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites par François de Rugy, notamment l'ouverture de l'entrée et des sorties des lobbyistes, qui est très, très important pour pouvoir suivre l'impact de ces acteurs sur la fabrique de la loi. L'ouverture du budget de l'Assemblée nationale. Nous avons un hackathon qui est en train d'être organisé prochainement. Et nous avons aussi un travail qui va être fait avec l'écosystème pour trouver la bonne façon d'avoir des données en temps réel et dans les bons formats, les bonnes données que l'écosystème veut avoir. Alors on va revenir sur les propositions qui ont été faites cette semaine par le président de l'Assemblée nationale, mais juste avant, c'est vrai, Naudet, vous avez à l'époque lancé la mission Etalab, qui est la structure donc, qui gère l'ouverture des données de l'État. C'était en 2011, cette mission a été reprise depuis par Henri Verdier. Vous êtes donc l'un des pionniers de l'open data en France. Qu'est-ce qui a changé en 2011, entre 2011 et aujourd'hui? Et comment est-ce que vous voyez au fond la manière dont ce projet ambitieux que vous portiez a été mis en œuvre? Alors juste pour faire une toute petite précision par rapport à ce que disait Paula, pour moi l'open data c'est rendre accessible des informations publiques, pas privées, pas des données de l'entreprise. Et ça c'est un point de désaccord que je peux avoir. Mais ça peut être repris par des startups privées qui vont les utiliser. Les informations publiques sont tellement volumineuses, tellement précieuses sur tellement de sujets qu'elles viennent nourrir l'innovation et elles viennent nourrir l'écosystème de toutes les entreprises, quelles qu'elles soient d'ailleurs, qui veulent créer des applications. L'exemple le plus facile, c'est le transport multimodal, les données géographiques, à caractère géographique, les données de transport public. Il a été d'ailleurs très compliqué de faire admettre aux entreprises publiques comme la RATP de publier ne serait-ce que les données géographiques des stations de métro, des stations de bus. Par exemple. Alors où en étiez, comment avez-vous lancé Etalab? Quels étaient les objectifs à cette époque-là et comment vous avez vu l'évolution de l'open data, l'ouverture des données en France? Alors, l'open data c'est un outil qui permet de rendre des comptes sur l'action publique. Et ça permet de le faire avec un niveau de détail qui est assez extraordinaire. Ça va à l'encontre de toute la culture de l'administration, du pouvoir en général dans ce pays. Et en particulier en France. Particulièrement en France. C'est-à-dire choisir l'opacité, c'est le modèle français, et vous proposez la transparence. Le modèle français, c'est de considérer que l'information, c'est le pouvoir. Et donc quand on détient l'information, ça donne de la puissance à l'État, c'est une fin en soi. Et donc il y a un modèle étatiste en France, on pourrait dire jacobin, qui considère que l'information, elle appartient à l'État et qu'il n'est pas question de la partager avec le citoyen, parce que si on fait ça, on s'affaiblit. Moi je considère que partager l'information avec le citoyen, d'abord c'est dans la loi, c'est une obligation légale, c'est l'information publique, elle est d'ailleurs payée par le citoyen, si on veut le considérer comme ça. Une des premières choses qui a mal tourné depuis que j'ai essayé de lancer une politique ambitieuse d'ouverture des données publiques, c'est que j'avais gravé dans le règlement, malheureusement pas dans la loi parce que j'en ai pas eu le temps, la gratuité
des données, ce qui est une évidence. Hein. On ne peut pas demander aux citoyens de payer pour des informations publiques. Et que depuis, on a recréé la possibilité dans certains cas, de faire des redevances, c'est-à-dire de faire payer pour l'accès aux données publiques, ce qui est parfaitement scandaleux. parce que les citoyens payent deux fois. Finalement. Ouais. Ensuite, non mais de toute façon, l'information publique, c'est un droit fondamental. L'accès à l'information publique est un droit fondamental et il faut que chacun ait conscience que c'est son droit fondamental d'avoir accès à toutes les informations. La vraie problématique, c'est la manière dont l'information est produite en France par l'administration. Et je vais prendre probablement l'exemple le plus symptomatique. C'est le budget de l'État. On a besoin et envie de savoir où sont mis les moyens, quels moyens et précisément à quoi. Si vous allez aux États-Unis, vous allez à Chicago par exemple, sur le site de la ville de Chicago, vous savez exactement combien a coûté un trombone. Oui, mais absolument. Ça va un peu loin. Non, ça va pas loin du tout. On doit savoir comment son argent est utilisé. En France, on a inventé un truc génial qui s'appelle la LOLF, c'est la loi organique de loi de finances, qui permet de faire des agrégats budgétaires par mission. Donc par action et par mission. Donc on dit par exemple promouvoir la culture ou assurer la sécurité. Et on ne sait jamais à quoi est réellement employé notre argent. Donc il ne s'agit pas simplement de publier des informations, il s'agit de produire les informations correctement pour qu'on rende réellement des comptes aux citoyens sur la manière dont on dépense son argent. Une réaction sur ce commentaire très long, Paula Forteza? Oui, là-dessus, je suis d'accord. Il faut aller plus loin sur l'ouverture des données budgétaires. Donc, par exemple, les données des dépenses de l'État, les données des commandes publiques. Mais ce qu'il faut aussi, c'est se dire, bon, aujourd'hui, on a un cadre juridique qui est assez complet, qui va assez loin. Nous avons une loi pour une république numérique qui met en place l'open data par défaut, qui met en place l'ouverture des algorithmes publics, l'ouverture des codes sources, qui met en place cette notion de données d'intérêt général. Donc, on va vraiment très loin, c'est assez ambitieux. Mais c'est la mise en œuvre où on commence à avoir des problèmes. Et il faut travailler au niveau technique avec les administrations pour pouvoir ouvrir les données à la source, c'est-à-dire ouvrir les données, par exemple, de Chorus, qui est la plateforme qui recense les dépenses de l'État. Ouvrir ces données en flux réel, en temps réel. Donc nous avons des bons élèves, par exemple Météo France, qui ouvre ces modèles et qui les met à jour quotidiennement, tous les jours. Donc c'est vraiment vers là. Il vaut mieux pour la météo parce que c'est la météo. Mais c'est dans leur intérêt. La réalité, c'est qu'il ne faut pas. Moi, je crois pas du tout qu'il faille, et j'en ai une petite expérience. Il ne faut pas être dans une espèce de partenariat de bonne volonté avec les administrations sur le thème soyez gentils, produisez des données correctement et publiez-les. Il faut leur en intimer l'ordre. Et pardon de le dire comme ça, mais non, ça marche pas. Moi, j'ai vécu ça. C'est même pas de la résistance. De la part des administrations, c'est cette volonté de se dire les gouvernements passent et on profitera du vide à chaque fois pour s'assurer qu'on empêche l'accès à ces données. Chorus, c'est un excellent exemple. Il faut absolument rentrer dans le détail des dépenses de fonctionnement de l'État. Météo France, ils ont évidemment intérêt à les ouvrir, c'est des données pratiques, ils ont un service, ils ont intérêt à ce que les gens viennent. Les administrations qui n'ont pas intérêt à partager leurs données, c'est celles dont on a besoin pour savoir si l'État est bien géré. Alors pour la Forteza, cette semaine, François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, et Mounir Mahjoubi, le secrétaire d'État au numérique, ont annoncé de nombreuses mesures pour rendre plus transparent et plus ouvert l'Assemblée notamment et l'action publique. Vous êtes député La République En Marche. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Nous avons contribué, disons, à la mise en place de ce plan d'action. Donc je crois que ça va vraiment dans le bon sens. Mais nous avons aussi des initiatives au niveau des députés particuliers où on peut aller un peu plus loin que l'institution elle-même. Nous avons par exemple des députés qui ouvrent leur IRFM en open data ou leur agenda en open data. Et je crois que c'est des données aussi très intéressantes. C'est un peu gadget quand même, enfin, même si on est heureux de connaître l'agenda d'un député. Pas du tout, justement, ça dit en quoi vous retrouvez par exemple des lobbies, en quoi si vous n'êtes pas dans l'hémicycle, c'est pas parce que c'est de l'absentéisme, c'est parce que vous avez des activités en parallèle. Là c'est un peu de la communication, mais si on voulait être ambitieux, qu'est-ce que Séverin Audet, qu'est-ce qu'il faudrait ouvrir entre guillemets et comment ouvrir? Oui, ben, moi j'espère que des jeunes parlementaires comme Paola vont se battre pour faire changer les choses. Quand on lit ce rapport, moi je me suis demandé si c'était le rapport de 1998 en fait. On dit dans ce rapport, quand même noir sur blanc, il faut oser, on va faire un site internet qui fonctionne,
on va ouvrir une chaîne YouTube et sur la base du volontariat, les numéros de téléphone des parlementaires seront peut-être accessibles. Ce qu'on veut avoir de la part des parlementaires, heureusement on a tué la réserve parlementaire il n'y a pas très longtemps. Ça a été, oui, enfin moi je l'avais demandé à ce qu'on mette la réserve parlementaire en open data il y a quelques années. Ça a été un très très long combat. Ce qu'on veut savoir, c'est les notes de frais. Ce qu'on veut avoir, c'est les rendez-vous avec tous les rendez-vous des parlementaires dans le cadre de leurs activités pour les professionnelles. lobbyistes. Oui, absolument. Ouais. Ce qu'on veut savoir, c'est tout ce que dépense l'Assemblée nationale, donc comme une direction des achats dans une entreprise, on veut savoir exactement les dépenses de fonctionnement dans le détail, du premier post-it jusqu'aux dépenses de communication de l'Assemblée nationale. On veut aussi avoir la traçabilité, Frédéric, on veut aussi avoir la traçabilité des votes. Il n'y a que les votes solennels aujourd'hui qu'on puisse retrouver à l'Assemblée nationale. Même, aller sur nosdéputés.fr aujourd'hui, c'est plus précis que d'aller sur le site de l'Assemblée nationale, ce qui est quand même assez invraisemblable. Donc on voudrait avoir les votes en commission, les votes en séance, etc. etc. Mais au-delà de ces objectifs, sans doute positifs et qui seraient bienvenus pour les parlementaires, qu'est-ce que l'open data, si on veut avoir un peu plus d'ambition, qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans le domaine public pour la Forteza? Donc, je veux juste revenir sur le cas de nos députés parce que c'est assez parlant. Des plateformes comme celle-ci vont scraper directement les données au lieu d'utiliser les données qui sont mises à disposition en open data par l'Assemblée. C'est-à-dire que les formats ne sont pas encore les bons, que les mises à jour ne sont pas encore assez régulières. Et donc c'est vraiment ce constat d'où partent les administrations. Mais alors au-delà de ils les fabriquent même. Ils fabriquent des données parce qu'on ne les donne pas en fait, on ne leur donne pas. Donc ils reconstituent des jeux de données eux-mêmes qui mettent à disposition du citoyen. Qui serait vraiment temps, j'encourage le président de l'Assemblée nationale à trouver un ordinateur, qu'il n'a peut-être pas dans son bureau, et à aller surfer sur Internet pour se rendre compte qu'il y a des citoyens qui, sur leur propre initiative, font le boulot que l'Assemblée nationale devrait faire depuis des années. Pour élever un peu le débat en termes de qu'est-ce qu'on pourrait faire réellement, l'open data, qu'est-ce que ça pourrait permettre si on était plus ambitieux au-delà des coups de trombone des députés, Paula Forteza et puis Séverin Naudet. Alors, à mon avis, il faut aller déjà vers l'open data de toutes les données qui ont été financées par le contribuable. Parfois, c'est des données qui sont des données publiques, mais il y a aussi des données privées qui rentrent dans ce domaine. Il faut aller vers l'ouverture aussi des modèles, l'ouverture des algorithmes, et ce aussi parfois dans le secteur privé. Il faut qu'on puisse aussi accompagner les collectivités territoriales. C'est aussi un des grands chantiers, l'open data au niveau local, sur lequel il va falloir travailler. Il y a nombreux acteurs qui sont là-dessus en ce moment, des associations comme Open Data France, qui font un peu ce travail. Mais je crois parfois que ce n'est pas un manque de volonté de la part des acteurs, c'est vraiment parfois un manque de compétences. Il y a bien sûr des obstacles culturels qu'il faut combattre, mais il y a beaucoup d'acteurs aussi qui font un très bon travail et voilà, qui vont dans la bonne direction. Je crois que François de Rugy comprend très bien ces enjeux et qui fait son maximum pour aller dans la bonne direction. Séverin Naudet. Parce que ce dont je parlais tout à l'heure, la traçabilité des votes, la présence des parlementaires en séance, mais les votes en au-delà commission. même de l'Assemblée nationale, si on veut parler d'open data en général. Si on veut parler d'open data en général, c'est qu'il faut absolument, impérativement, d'abord, il faudrait que le politique s'en saisisse. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu un chef d'État, un chef de gouvernement, un ministre de l'économie et des finances faire un grand discours dans ce pays pour dire à quel point la transparence grâce à Internet était un outil de démocratie et qu'il fallait absolument qu'on retrouve dans le détail l'intégralité des données de fonctionnement et de dépenses de l'État. Moi, je suis désolé, mais c'est pas du tout ce que j'ai entendu. Donc c'est un outil dont les politiques doivent se saisir pour comprendre que si on ne veut pas renouveler l'exercice qu'on vient de vivre, c'est-à-dire un vote des 18-30 ans vers l'extrême droite et vers l'extrême gauche dans les proportions qu'on a connues aux dernières élections présidentielles, il serait temps de comprendre que la transparence totale et absolue du fonctionnement des institutions et de l'État est nécessaire et qu'elle est plutôt en fait souhaitable. En termes démocratiques. Oui, notamment. absolument. Paula Forteza. Je crois que justement, notre président s'est prononcé lors
de la remise du rapport sur l'IA, le rapport de Cédric Villani, il a eu un très beau discours où il a vraiment sur parlé... l'intelligence artificielle. Voilà, sur l'intelligence artificielle. Il a eu un très beau discours où il a parlé d'ouverture de données, de partage de données aussi dans le secteur privé, d'ouverture d'algorithmes dans le secteur public, notamment le cas de Parcoursup. Et je crois que pour aller plus loin aussi, pour revenir là-dessus, il faut vraiment travailler sur cette notion d'ouverture d'open data par défaut. Parce que pour l'instant, c'est inscrit dans la loi, mais les citoyens doivent encore faire la demande et passer par la CADA, cette commission d'accès aux documents administratifs, qui met beaucoup de temps à répondre. Mais Paola, il y a une plateforme qui s'appelle data.gouv.fr qui a été créée data.gouv.fr, pour ça, que vous connaissez très bien. Et qui donc il n'est pas du tout question de passer. Des adjoints il n'est pas du tout question de passer par la CADA. Mais justement, c'est le cas aujourd'hui. Et simplement l'open data par défaut, c'est de dire on fait de l'open data et puis ensuite toutes les couches réglementaires qui empêchent l'open data, dont la création de redevances, des multiples licences qui font que c'est très compliqué de les utiliser aujourd'hui alors qu'on avait créé une licence unique, etc., etc., etc. Donc je redis que l'administration dans ce pays fait tout pour garder la main sur les informations publiques et s'assurer que les citoyens n'y aient pas accès, et que tant qu'on ne changera pas ça, on n'avancera pas sur la qualité de notre démocratie. Opacité de l'administration versus transparence, c'était au fond aussi ça le débat de ce soir sur l'open data et l'ouverture des données. Si vous voulez aller plus loin sur cette émission, vous pourrez écouter celle qu'on a faite avec Henri Verdier qui s'occupe justement du numérique de l'État. C'était dans Soft Power le 3 décembre dernier. Et vous pouvez retrouver cette émission également sur podcast sur notre site France Culture, sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone Soft Power. Merci infiniment à tous les deux. Merci à Paula Forteza, députée de La République En Marche. Merci à Séverin Naudet, ancien conseiller numérique du Premier ministre et conseiller en innovation au cabinet de conseil Tilder. Merci Merci, bonsoir. Dans un instant, vous retrouvez